Yo tout le monde, j'espère que vous allez tous archi bien, c'est Alexis. Nouvelle vidéo avec Romain Guézan, j'ai eu le plaisir de l'interviewer pendant un peu plus de 30 minutes. C'était juste un truc de dingue. On a parlé management de sales team, on a parlé prospection, on a parlé partie commerciale. Romain est parti d'un CAP, il est passé par un parcours aussi militaire. Franchement, c'est vraiment pépite cette interview. N'oubliez pas que ce genre d'interview, c'est pour vous, donc n'hésitez pas à interagir dans les commentaires. L'Instagram de Romain est disponible dans la description. Likez, commentez, activez la cloche des notifications. C'est Alexis. Prenez un malin plaisir d'écouter cette vidéo, peut-être en x2 pour ceux qui veulent l'écouter en x2. Ciao, ciao. Romain, hyper content de Yes, te retrouver. moi aussi. Pour la Moi petite anecdote, on vient de rattaquer cette vidéo. Ouais, après un petit problème technique, ouais. C'est le game comme on dit. Romain, on se connaît depuis un certain temps maintenant. Tu nous as Ouais. beaucoup aidé. J'expliquerai sur la fin. Ce que je te propose, Romain, c'est qu'on fasse un petit tour de table, que tu nous parles un peu de ce que tu fais, de qui tu es, et ce que tu as eu aussi l'occasion de faire, un peu ton parcours. Carrément. Savoir que tu as un parcours relativement atypique, Ouais, je vais essayer de faire court. Ouais. avec deux, trois trucs hyper cool. Fais comme tu le sens. L'idée, c'est qu'on partage un bon moment. Je t'écoute. Dis-moi tout. Carrément. Bah, écoute, très simple, hein. Je m'appelle Romain, j'ai 27 ans et ça fait maintenant presque 3 ans que je suis dans le business en ligne. Auparavant, ce lancement donc dans le dur monde de l'entrepreneuriat, j'étais militaire. Donc pendant presque 6 ans, à la fois dans les parachutistes, puis sur la fin de ma petite, ce qu'on va appeler une carrière, j'ai fait un court passage dans les forces spéciales de l'armée de terre française. Ok. Donc voilà, suite à ça, j'ai eu une envie d'émancipation, une envie d'agrandir un petit peu tout ce qui se passait dans ma vie, on va dire. Donc je me Du suis jour au lancé. lendemain, comment ça s'est passé cette transition-là? Ça s'est passé très simplement. En fait, je pensais de toute manière arrêter l'armée au bout de 5 ans. Ok. J'ai voulu faire différentes choses, me lancer dans différents secteurs. Malheureusement, bon, la reconversion militaire pour quelqu'un qui sort, qui n'a pas le bac, elle est très limitée et on va dire que les personnes qui s'en occupent ne sont pas les plus compétentes, malheureusement. Ok. Évidemment, il y a des compétents partout, mais il y a aussi beaucoup d'incompétents. Et donc, plutôt que faire agent de sécurité ou soudeur, tourneur-fraiseur, etc., ou même travailler dans le bâtiment, j'ai décidé dans un premier temps de vouloir me lancer dans l'immobilier. Malheureusement, ça n'a pas pu être faisable à cause donc, du petit manque de compétences qu'il y avait au niveau de la cellule reconversion. Et donc, suite à ça, je me suis dit, OK, si, entre guillemets, ce qui est censé m'apporter ma nouvelle vie, donc l'organisme qui est censé m'apporter ma nouvelle vie ne peut pas le faire, je vais le faire tout seul. Donc, j'ai commencé à investir quelques milliers, voire presque des dizaines de milliers d'euros dans différentes formations sur Internet. Donc, que ce soit du web marketing, même… Justement, sur ces investissements-là, je me permets de te couper. Ouais, carrément. Aujourd'hui, donc, parcours militaire, ce que tu disais, c'est que du jour au lendemain, justement, tu as eu cette transition-là. Et sur cette première formation, quel a été justement l'élément déclencheur sur cette première formation? C'est généralement pour un entrepreneur, tu sais aussi bien que moi, c'est l'élément qui, des fois, a du mal à être activé. C'est cette première formation qui va faire la différence. Ce qui est marrant, c'est que la première formation que j'ai prise n'était pas du tout une formation entre guillemets, de business en ligne, c'était une formation immobilier. Et en fait, sur la fin de mes années à l'armée, investir dans l'immobilier. Malheureusement, ça n'a pas pu être faisable puisque j'arrivais en fin de contrat. Donc, bien évidemment, avec les demandes qu'on connaît au niveau de la banque, il faut avoir un CDI, un contrat qui dure longtemps. Donc, ça n'a pas pu être faisable. Et je me suis dit, OK, l'immobilier, c'est une chose, c'est un moyen de gagner de l'argent. Maintenant, des moyens de gagner de l'argent, il en existe forcément d'autres, tu vois. Donc, je me suis lancé un peu comme beaucoup par le drop. Donc, business que je n'ai pas continué, tout simplement parce que ce n'était pas un business que j'appréciais spécialement. Un pour business… tes valeurs, pourquoi exactement? Parce que j'ai toujours aimé avoir le contact humain. On va y revenir par la suite. Aller serrer des mains, j'avais besoin de ça. Et ouais, je suis pas quelqu'un d'introverti. Donc, me retrouver chez moi sur mon ordinateur comme un geek et faire du drop, c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Même si c'est un business qui, quand il est fait correctement, est un excellent business. Donc, j'ai pris cette expérience-là, donc dans le marketing, etc. J'ai appris pas mal de choses et je me suis dit, OK, il y a encore moyen de trouver un business qui peut me convenir. Et très marrant, à l'époque, je me suis fait targeter par une ads d'un formateur bien connu, qui ne forme plus maintenant d'ailleurs, qui disait en gros, Shopify te vole ton argent. Et je me suis dit, comment ça? Comment est-ce que Shopify me vole mon argent, tu vois? Et en fait, c'était une ads
pour envoyer en fait sur le business model d'agence, de création de business dans le social marketing. Et je me dis, OK, en fait, il y a tout ce que je veux, tu vois. Je peux faire du business où je veux. Je peux aller chercher des clients en physique si je le veux. C'est parti, tu vois. Et je me suis lancé sur ça. J'ai créé ma première agence donc, où je faisais de l'apport de leads pour les promoteurs et commercialisateurs immobiliers, donc dans le neuf. Encore dans l'immobilier? Ouais, dans l'immobilier. Je me suis dit, ben, j'ai des connaissances dans l'immobilier, j'ai les codes, je sais comment ça se passe, je sais comment les gens réfléchissent dans ce domaine-là. J'ai des connaissances en web marketing, autant que je mette tout bout à bout. Et est-ce qu'on peut parler justement de ce qui est relativement aussi important aujourd'hui? On en parlait du coup avec Cédric, que j'ai eu l'occasion d'interviewer il y a très peu de temps. Est-ce que toi, tu t'es dit, au lancement de la boîte, je me niche directement dans cette niche-là, ou tu as fait quelque chose de généraliste? Et ce que nous, on a fait comme erreur, aller n'importe où, c'est aussi à faire n'importe quoi. Alors, ça s'est fait, c'était pas un choix, hein. C'était pas un choix, ça s'est fait par hasard. Je me suis dit, OK, je connais un peu l'immobilier, je vais faire que ça. Et en fait, je me suis dit, je veux devenir, dans la région où j'étais, donc dans le sud-est à l'époque, je veux devenir la référence de l'immobilier dans le web marketing. Super. Et c'était cool parce qu'à cette période-là, il n'y avait pas trop d'agences un peu similaires à la mienne où j'étais, tu vois. Donc c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, OK, vas-y, je lance mon business. Je me dis, ouais, je me vois gros businessman. Je vais serrer des mains tout le temps, machin. Ça y est, je suis le nouveau Tai Lopez. Et non, ça ne se passe pas comme ça, tu vois. Ça ne s'est pas passé comme ça du tout. Donc, j'ai lancé ce business-là. J'ai commencé à prospecter en faisant du call, mais du vrai call. Comme on en avait parlé. Voilà. Pas du call où tu as une personne qui a opt-in et qui a laissé son numéro. Non, du vrai call où j'allais sur, petit tips hein, d'ailleurs, si vous faites de l'immobilier, j'allais sur Le Bon Coin Neuf. Et en fait, il y a tous les contacts des promoteurs immobiliers ou de leurs sales qui sont inscrits sur Le Bon Coin. Donc en fait, j'ai contacté toutes ces personnes-là, j'ai contacté tous ces gens-là et j'ai fait, je pense, plus de 1000 appels à froid et 0 rendez-vous. Zéro client. Ce que tu me dis, c'est dingue. C'est un truc de fou parce qu'on en parlait il y a très peu de temps ensemble. C'est ce qui t'a permis, parce que tu es un peu plus âgé que moi, entre guillemets, et ce qui m'a permis de se rendre compte de l'importance. Et je pense que tu viendras pour parler un peu de ton business actuel par la suite, l'importance de la prospection et l'importance de savoir parler, de savoir échanger, de ces bases-là qui sont relativement importantes. La prospection directe comme indirecte, mais c'est j'y allais 1000 appels. Ouais, c'est ça. Et donc, 1000 appels, qu'est-ce que tu en as tiré? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Alors, comment ça s'est... Zéro client, aucun résultat, 1000 appels. Je me dis non, c'est pas possible. Ça peut pas être possible. Ça peut pas. Pourquoi les autres y arrivent et moi, j'y arriverai pas? Donc, très simple, je change de nom d'agence et je rappelle les 1000 mêmes personnes. Ah ouais? Tout simplement. Change de nom d'agence, change de nom de numéro de téléphone, tu vois. Insane. Et je rappelle les 1000 mêmes personnes. Et ça marche encore pas. Là, j'ai des rendez-vous, tu vois, j'améliore en fait. Je prends ce que j'ai fait, j'améliore, j'essaie de comprendre pourquoi ça n'a pas marché, je mets en place, j'ai des rendez-vous, maintenant ça signe pas. Je me dis non, c'est pas possible. Et c'est pas possible. Là, j'ai eu beaucoup de rendez-vous, zéro, c'est pas normal, tu vois. Et pourquoi les autres y arrivent, moi j'y arrive pas? Donc je me rends compte que c'est sur mes offres qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qui fait que les gens ne passent pas à l'action avec moi. C'est entre guillemets trop cher par rapport à ce que j'explique et les gens ne voient pas l'apport de valeur. Donc je me dis, OK, bah, je vais le refaire, je vais follow up encore les gens qui n'ont pas signé, je vais leur proposer des choses, etc. Et ça ne marche pas. Et là, une chose qui arrive, qui change ma vie, c'est que le confinement arrive, le Covid arrive. Donc là, on est début 2019? Début 2020. Début 2020. OK. Voilà. Et le confinement arrive, et là, je rappelle toutes les personnes qui m'ont dit non. Et même d'autres personnes qui m'ont dit non me rappellent. Et en fait, eux, ils communiquaient essentiellement avec des panneaux, donc des 4x3 au bord de la route, etc. Et en fait, bah, ils n'ont plus aucun moyen marketing, tu vois. Oui, bien sûr, parce qu'il n'y a plus d'influence. Ils n'ont plus de marketing, ils n'ont plus rien. Et ils voient qu'en fait, c'est sur le digital que ça marche, tu vois. Donc, je recontacte ces personnes-là. Certaines de ces personnes-là me recontactent. Et là, très rapidement, en fait, je signe mes premiers clients. OK. Et je me rappelle mon premier deal que j'ai signé. C'est pour ça que je dis qu'en fait, le premier deal, peu importe à combien tu le signes, le tout, c'est de le faire et te rendre compte que c'est possible. Je signe mon premier deal à 250 €. Ridicule. Une landing page et un logo. Tout simplement. OK. 250 balles. Je signe ce deal-là et je me dis, OK, en fait, c'est possible, tu vois.
Et là, je commence à signer plusieurs clients. Je commence à faire entrer plusieurs clients dans l'agence. Je fais plus de choses, donc prestation de tunnel de vente, Facebook Ads, Google Ads, enfin, pas mal de choses qui se mettent en place. Et le confinement, en fait, fait exploser mon business, tout simplement. Ok. Je fais la barre des 10K, entre guillemets, par mois de CA. Assez À préciser pour ceux qui nous regardent qu'aujourd'hui, 10K, quand on est tout seul, ouais, ça commence à être costaud. ingérable. Et Ingérable. ouais, tu vois, toi Et, qui as vécu sur on arrive à un point l'accompagnement voilà, où je fais tout seul. C'est-à-dire que je suis vraiment un artisan. Je fais tout seul. Je fais les landing pages, les tunnels de vente tout seul, les Génial. campagnes ads, les Ok. créas, je fais tout seul. Les lead magnets, etc., je fais tout seul. Et on arrive à la fin de l'été 2020. Et là, Ok. je me dis, OK, c'est plus tellement ça qui me fait vibrer. Parce que ce que j'aimais dans mon business, c'était l'aspect sales. En fait, maintenant, je suis devenu à 100% un prestataire. Et tu es plus sur la gestion. Ouais. Donc, en fait, j'ai un plafond de verre et je me dis, OK, est-ce que je continue dans ce business-là où, pour plein de raisons, il y avait pas mal de choses qui m'embêtaient aussi. Est-ce que je continue dans ce business-là, je recrute des gens et je crée un écosystème? Ou est-ce que je fais un exit, tout simplement? Je me dis, c'est possible, tu vois, je peux le revendre, ce portefeuille client, il a de la valeur, tu vois. Précise un exit, ce que c'est, parce Ouais. que En gros, je revends mon entreprise. voilà. C'est pas exactement comme ça que c'est passé. J'ai revendu mon portefeuille client. Et deuxième erreur, je revends mon portefeuille client pour une bouchée de pain. Donc, un portefeuille client qui fait plus ou moins 10 000 euros par mois, je le revends 10 000 euros. Mais je connaissais rien au business à cette époque-là. Et je voulais Ouais. aller vite. Je fais cette revente à 10 000 euros. J'ai 10 000 euros sur le compte, à peu près, hein, presque 10 000 euros. Et je me dis, OK, je fais l'erreur de me dire, je vais investir dans plein de business à la fois. Je vais essayer de monter plein de trucs. Je me disperse, tu vois. 2 mois après, je suis à moins 3 000 euros sur le compte. J'ai tout perdu. Tout perdu. Je suis obligé de faire un crédit à la consommation pour me remettre à flot et me relancer. Et après ça, j'ai la chance, par réseau, par connaissance, etc., d'être recruté dans une grosse agence en tant que sales, donc pour du marketing d'influence, pour du social media marketing, de la création de sites, pas mal de belles choses. Donc, c'est une très, très belle agence qui a fait un carton, en fait, quand elle s'est lancée. On avait fait, je me rappelle, on avait fait plus de 350 000 euros à 2 sales le premier mois. C'était incroyable. Donc là, c'était la Et, première fois. Alors, tu avais fait l'armée, c'était la première fois que tu réintégrais une boîte, entre guillemets, et que tu étais sous la responsabilité de quelqu'un. En gros, j'étais ce qu'on pourrait appeler intrapreneur parce qu'en fait, je faisais ce que je voulais, tu vois. Je faisais ce que je voulais, je gérais mon portefeuille client comme je le voulais. Et en fait, eux m'apportaient 30% de ma clientèle en moyenne. Et moi, j'allais chercher le pourcentage restant, donc par mes propres moyens, avec la prospection, Et, en allant à Dubaï, etc. Enfin, voilà. et ma question aujourd'hui, que alors beaucoup d'entrepreneurs appréhendent, c'est qu'est-ce que ça fait? Alors, tu avais beaucoup d'indépendance, mais mentalement, est-ce que tu peux en parler? Ouais. Je pense que tu as dû prendre une claque. C'est compliqué parce que c'est d'ailleurs ce qui m'a fait partir et relancer le business actuel que j'ai aujourd'hui. C'est compliqué parce que tu es indépendant, tu fais ce que tu veux, tu avances comme tu veux, mais la problématique derrière tout ça, c'est que il y a quand même quelqu'un au-dessus de toi. Et il y a quand même quelqu'un à qui tu dois rendre des comptes. Et ça, au bout de 8 mois, donc au bout de 8 mois, il y a presque 750 000 euros de closés. Insane. Donc, juste tout seul avec une assistante à l'époque. Donc, 750 000 euros de closés et je gérais les campagnes. La seule chose que je ne gérais pas, c'était la création des sites. Donc, on avait une équipe pour ça. Ouais, mais toute la gestion des campagnes, on l'a gérée donc, à deux avec l'assistante que j'avais à l'époque. Donc, c'était énorme. Et c'est 750 000 euros, comme j'aime le dire, sur des deals, vraiment des bouchées de pain. C'est-à-dire que c'est des deals à, parfois, la plupart du temps, le panier moyen, c'était 1 500, 2 000 euros. Donc, gros portefeuille client. Donc, c'est énorme. Ça représentait à l'époque peut-être 15-20 appels par jour. Donc, c'est énorme. Bien évidemment, pas des appels de 1 heure. Hein, parce que, sinon, voilà. Et qu'est-ce que tu en as tiré du coup de la gestion d'un portefeuille à 750 plaques, quoi? Qu'est-ce que toi, aujourd'hui… Ce que j'en ai tiré, très honnêtement, c'est que il y a une chose pour moi qui change tout dans la vie d'un sales, d'un entrepreneur, etc., quand il y a de la vente. C'est le fait d'être organisé. C'est le fait d'être organisé. Parce qu'au début, je perdais beaucoup de deals et je signais pas autant de clients que je le voulais parce que ça allait dans tous les sens. Ça pétait dans tous les sens. J'avais pas le temps, en fait. J'arrêtais pas. Je faisais que closer et en fait, je mettais parfois de côté des clients qui étaient des très, très bons clients pour des clients qui étaient des moins bons clients ou qui avaient moins de budget, tu vois. Donc, ça a été… La première chose que j'en ai tiré, ça a été vraiment l'organisation. Et c'est ce que j'ai retrouvé du côté militaire, c'est de me dire, OK, en fait,
si tu n'as pas de visuel sur tes chiffres, si tu n'as pas de visuel sur tes potentiels clients, tu es mort. Donc, Ok. je me suis dit, OK, si, entre guillemets, tout ce qui est quantifiable est améliorable, pardon, je vais tout quantifier, je vais tout améliorer. Donc, j'ai mis un peu en place cette boucle de feedback, en fait, comme on peut dire, Ok. et arriver à tourner en moyenne à peu près à 100 000 euros de closing par mois sur des deals comme ça, tu vois. Donc, Ok. c'était costaud. Et puis, ouais, au bout de 8 mois, on va dire chasse naturelle, il revient toujours au galop, hein. Au bout de 8 mois, je me suis dit, OK, c'était une expérience incroyable. J'ai pris des skills en vente que j'aurais jamais pris tout seul. Et puis, tu sais, quand tu travailles avec des A-players, que tu vas commencer à bosser avec des marques aussi qui font presque des milliards, tu vois, directement à Dubaï, etc. OK, tu passes un step dans ton business. Donc, je suis très content d'avoir eu cette expérience-là. Mais je me suis dit, OK, maintenant, c'est le moment de me relancer tout seul. Avec tout ce que j'ai pris en termes de compétences, je peux me relancer et avancer bien plus rapidement. Et puis, tu as ce truc de sales qui revient aussi vachement. Je discutais avec la dernière fois l'ancien directeur France des MMA, qui va sûrement venir d'ailleurs sur cette chaîne. Il me disait que quand tu es sales, tu as conscience de ce que tu peux apporter à une boîte. C'est ça, en fait, le pire. C'est que tu as conscience de ce que tu peux apporter à une boîte, donc tu as potentiellement conscience de ce que tu peux aller charbonner quand tu es tout seul. Et je suppose qu'indirectement, ben, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais en fait, OK, aujourd'hui, j'ai ce poste-là. Je vais taper à peu près entre les 10 et 15 par mois. Je me dis, mais si demain, je le fais pour mon business, j'ai personne au-dessus de moi, ça va me prendre 10 fois moins de temps parce que gérer une campagne d'influence, les gars, c'est horrible. Les influenceurs, c'est les pires personnes au monde avec qui faire du business. C'est horrible. Donc, gérer les conflits clients, gérer toutes ces choses-là, je me dis, en fait, ça ne vaut pas ce que je gagne. Si je gagne la même chose et que je le fais avec mon propre business, je gagnerai beaucoup plus. OK. Donc, ce qui se passe à cette période-là, c'est que je me dis, OK, j'ai des compétences maintenant. J'ai vu comment ça se passe sur cette agence-là, mais j'ai aussi vu comment ça se passe dans des grosses agences, qu'on était partenaires avec pas mal de grosses agences. Il y a des petits mecs dans le SMA qui ont besoin de ces process-là pour avancer. Et donc, je me dis, OK, je vais aller accompagner les gens dans le SMA, mais je ne vais pas être formateur social media marketing. Je ne vais pas apprendre aux gens à faire du Facebook Ads. Pas apprendre ces choses-là, ça ne m'intéresse pas, tu vois. Et puis, ce n'était pas ton expertise de base. Voilà. Donc, je me dis, je vais partir vraiment sur un rôle de business développeur et je vais me placer en indé dans des business pour les faire grandir, tout simplement. Donc, je commence à accompagner 1, 2, 3, jusqu'à 30, 40 agences, tu vois, tout seul. Ensuite, avec un premier associé avec qui j'ai arrêté de travailler parce qu'on n'est pas tellement aligné sur pas mal de choses, notamment la charge de travail. Donc, voilà. Je lance ce business-là qui me permet de comprendre que, en fait, oui, c'est ce que je dois faire, tu vois. C'est ce que je dois faire, c'est ça ma zone de génie et c'est ce que je dois apporter. Et ce qui se passe, c'est que j'avais un client à l'époque, même profil que moi, un ancien militaire qui avait lancé son agence, etc. Et donc, je prends un client. Et ce gars-là, il fait de 0 à plus de 10 cas par mois en moins de 6 mois. Il explose. Il explose parce que gros bourreau de travail, ultra focus. Et tout ce qu'on lui disait, il banalisait rien du tout. On lui disait de faire un truc, il le faisait le jour même. Il allait chercher les résultats directement. Et c'est de façon, toutes les personnes que j'ai vues réussir quand je les ai accompagnés ou vraiment aller chercher des x5, x10 sur leur business, c'est que des mecs qui mettent en place des actions précises à des moments précis et qui vont chercher des gros résultats à chaque fois. Et donc, ce gars-là, aujourd'hui, qui est mon associé, on s'associe d'abord sur son agence. Donc, il faisait du Facebook Ads pour les e-com et d'autres prestations aussi. Et moi, je prends toute la partie commerciale de cette agence-là. Et en fait, j'avais arrêté à cette époque-là les accompagnements parce qu'on était très content de ce qu'on faisait sur l'agence. Et ça revient très rapidement. On a des personnes qui nous disent, mais les gars, comment vous faites pour avoir 5, 10, voire même 15 rendez-vous par semaine avec des e-com, alors que nous, on fait la même chose que vous, mais on galère à avoir 3 rendez-vous par semaine. Et en fait, on s'est dit, OK, là aussi, il y a de la demande. Donc, on a commencé à relancer en fait des accompagnements où on allait bosser avec des agences pour leur mettre en place un process de prospection, un process de vente et leur permettre d'aller chercher une hypercroissance, plus de résultats, tout en faisant en sorte que ça reste stable et contrôlé. Donc en fait, si tu dois résumer un peu tout ce qui s'est passé jusque-là, ta zone, vraiment, ta grosse plus-value, tes 2 grosses plus-values, après corrige-moi si je me trompe, c'est la partie 1, business développement, c'est développer un business, prendre un business, l'analyser, comprendre et le faire step up. Et le deuxième, c'est la partie sales pure et dure. C'est-à-dire que tu es capable de manager un sales, tu es capable de créer un portefeuille client, gérer un portefeuille client
structurer un process commercial. Donc, ça se fait sur 2 zones où Ouais. tu es vraiment à l'aise parce que, aussi, il faut préciser, tu as pris des claques, Ouais. Des comme grandes- tout sales, Ouais, bien sûr. tu as pris des grosses claques, tu as goûté au très, très haut niveau, tu as goûté Ouais, au bien sûr. très, très bas. Et ce qui fait aujourd'hui que tu sais un peu où te situer. Et Ouais, là, complètement. et là où je pense que tu vas me rejoindre et tu vas me donner ton point de vue par rapport à ça, ma question c'est qu'est-ce qu'un bon sales? Ok. Euh, c'est marrant, c'était un des sujets d'une vidéo YouTube que j'avais fait, que j'ai tourné récemment et que j'ai galéré à tourner d'ailleurs. Euh, je pense que chaque sales a un peu un profil différent, mais je pense de la 40 ou cinquantaine de sales que j'ai eu la chance de voir passer et de manager dans différents pôles vente que tu connais. Bon, je ne dirai pas les noms ici parce que c'est quand même des gros noms et bon, C'est des gros poissons. j'ai pas envie que ça touche leur image ou que j'ai des problèmes à cause de ça, mais il y a 3 choses. Bah, tu vois, c'est marrant voilà, que tu me poses cette question. Comme je t'ai dit, bah, j'ai fait une vidéo YouTube. Et bon, cette vidéo YouTube, je l'avais fait aussi parce que j'ai un ami. Bon, là, par contre, je peux dire le nom, ça posera pas de problème. C'est donc Thibaut de Imo Rentier qui me disait, voilà, pour toi, c'est quoi qui fait un bon sales? Tu vois, et je pensais qu'il me demandait les traits de caractère. Donc moi, je lui ai dit, voilà, le premier trait de caractère vraiment qui fait qu'un sales, ou même un entrepreneur qui doit faire de la vente dans son business, est meilleur qu'un autre, c'est quelqu'un qui est complètement obsédé. C'est l'obsession, c'est vraiment ce qui fait la différence Ok. dans la vie d'un sales. Donc le fait d'avoir un peu comme on dit à l'armée, tu vois, ce culte de la mission, ce culte de la réussite, de Ok, je vois. y arriver, je vais le faire, je ne vais pas abandonner et je vais toujours être orienté solution. Parce que souvent, le plus gros problème des sales qui réussissent pas, c'est qu'ils arrêtent d'y croire. C'est qu'ils arrêtent en fait de chercher des solutions et de faire en sorte que le deal se fasse, peu importe les conditions, tant qu'il se fait. Ça, pour moi, c'était vraiment le premier point. Enfin, c'est vraiment le premier point qui fait qu'un sales déjà est un excellent sales. Le deuxième, le deuxième trait de caractère, et ça, par contre, ça revient dans tous les profils sales que je connais qui sont très forts, c'est le trait de caractère de l'empathie. Vraiment, je pense pas que tu peux passer à côté. Cette capacité, tu vois, un peu à tisser des liens forts avec les prospects, tout en gardant ce respect et cette aisance relationnelle. En fait, ça permet une chose, clairement, c'est que les ventes, elles se font plus par le biais de leviers de closing ou de psychologie, mais elles font la confiance. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Et là où je te rejoins carrément sur ce point-là, c'est qu'aujourd'hui, c'est ce que je disais à nos closers la dernière fois, c'est un bon sales, voire un très très bon sales, c'est quelqu'un qui apporte cette putain de vente, mais de façon tellement linéaire que le mec qui est en face, il le sent même pas. Il n'y a pas eu de levier, il n'y a pas eu de technique de closing, il n'y a pas eu d'agressivité. C'est en fait tu comprends ton cerveau en tant que closer, donc forcément, bah, les cerveaux sont tous à peu près les mêmes. Donc tu comprends aussi celui qui est en face. Donc ça, c'est le deuxième point. Ok. Voilà. Le troisième, et ça pour moi, c'est ce qui vraiment va faire que quelqu'un va passer de très bon à excellent, exceptionnel, tu vois. Ok. C'est avoir cette putain d'humilité et la capacité à se remettre en question. J'en vois très souvent, tu vois, des entrepreneurs ils sont exceptionnels. C'est-à-dire qu'ils font, ils sont très bons, pardon. Ils font des gros chiffres, ils sont forts, ils closent des grosses ventes, etc. Mais en fait, ils sont pas humbles, ils se remettent pas en question. Et derrière, ça fait qu'en fait, ils deviennent jamais exceptionnels, ils deviennent jamais Il n'y a pas ce petit excellents, tu vois. Ouais, ok. Je pense que c'est ça qui peut tuer, en fait, c'est ça qui tue la prospection, c'est ça qui tue la progression d'un bon sales ou d'un bon entrepreneur, c'est ce fait de ne pas se remettre en question. Et voilà, le mec qui est bon entrepreneur, qui est bon sales, bah, il sait que la vente, c'est un domaine où tu progresses constamment, où tu progresses à chaque client et que justement, puisque tu prends des claques, bah, tu en apprends tout le temps, tu vois. C'est ça. Et généralement, j'essaye de comparer, si tu veux, les closers, je leur dis tout le temps, mais vous êtes des putins de sportifs. Ouais, bien sûr. Vous êtes des vrais sportifs Closer, de haut c'est un niveau. sport de haut niveau. Hein. Ouais, c'est ça. C'est que les gens ne se rendent pas forcément compte. Tu sais, tu as beaucoup de. Alors, je ne vais pas citer de nom, mais tu as beaucoup de formations. Apprenez à devenir closer. Attention, il y a apprendre à devenir closer et apprendre à devenir un vrai closer. C'est 2 mondes différents. C'est-à-dire qu'un vrai sportif aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est capable d'enchaîner les victoires, mais qui est aussi capable d'enchaîner les défaites, qui est capable d'assumer une blessure et qui est capable justement de réparer cette blessure. Et là, la différence se fait. C'est ça. C'est aujourd'hui ce mental, c'est ce mindset en fait au fond du fond
c'est qu'un bon sales, un très bon sales, peut être aussi un très très bon entrepreneur s'il a ce mindset de on va aller chercher, on va aller chercher, on va aller chercher. Parce que le nerf de la guerre aujourd'hui, ben, tu m'excuseras Romain, mais on va défendre notre passion à tous les deux, c'est la vente. La vente, hein. De toute façon, C'est la vente. c'est pour ça que je sais plus quel. Je crois que c'était le directeur de HEC Montréal. Ok. Ou je sais plus quel HEC, mais bon, bref, ce qui importe, c'est ce qu'il a dit. En début d'année, qui s'est placé devant les élèves et qu'il a dit pour vous, qui gagne le plus dans une entreprise? Qui c'est qui gagne le plus d'argent dans l'entreprise? Et tu as les mecs qui répondent bon, ben, c'est l'ingénieur, c'est le responsable de tel truc, c'est celui qui va être chargé du développement des produits, etc. Et il leur dit en fait, vous avez tout faux. Celui qui gagne le plus, c'est le directeur commercial et les commerciaux, parce que c'est eux qui font avancer le business, c'est eux qui font avancer le bateau. Parce que voilà, aujourd'hui, tu peux avoir le meilleur produit, tu peux avoir le meilleur service, tu peux être le meilleur coach, voilà, le meilleur prestataire, enfin, tu peux faire ce que tu veux. Si tu n'es pas bon en vente, si tu ne sais pas aller chercher des clients et signer des clients, ton business, il ne sortira jamais la tête de l'eau. Non, mais c'est clair. C'est clair. Et donc, toi, aujourd'hui, Romain, sur qu'est-ce que tu fais, du coup, concrètement, quels sont tes... Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu fais, comme si tu nous pitchais ça? Oui, complètement. Comment Alors, ça se passe de ton côté? ça va être très simple. Je ne vais pas forcément rentrer dans le pitching parce que ça reste quand même quelque chose d'ordinaire qu'on essaye de faire d'une manière un peu extraordinaire. Ça, c'est notre vision. C'est qu'on est des personnes normales qui essayent de faire des choses qui sortent un peu de la normalité, tout simplement. Ok, Gros, génial. Aujourd'hui, on a deux axes de travail qui se rejoignent. On va travailler soit avec des agences qui font 7 à 8 chiffres par an, donc des gros comptes, donc des grandes agences, etc. Ou tout simplement, en fait, ces personnes-là ont 15, 20 salariés. Et donc, il faut former en fait des équipes commerciales à la prospection, former des équipes commerciales, mettre des nouveaux process de vente, etc. Même recruter des commerciaux. Donc, par exemple, là, j'ai un client qui est sur Paris, dans la Tour Montparnasse. Lui, il fait 8 chiffres à l'année, mais c'est le seul vendeur de sa boîte. Donc, ce qu'on lui met en place, c'est un recrutement de commercial. Donc, on lui recrute pour le moment un premier profil qui va devenir à terme directeur commercial, qui va recruter aussi d'autres commerciaux derrière. On lui met en place tout un process de prospection parce qu'aujourd'hui, lui, il va signer la plupart de ses clients soit par réseau, soit dans les masterminds, etc. Donc, il a besoin d'un nouveau process de prospection pour passer à un level supérieur. Et derrière, avec tout ça, on va lui mettre un nouveau process de vente qui va être appliqué puis distillé aux équipes par son commercial. Donc, génial. Et donc, sur ça, ma première question qui arrive, je suis désolé de te couper. Carrément. Ma première question qui arrive, c'est est-ce que, et la question qui est arrivée sur ton premier business, est-ce que tu as vraiment décidé de nicher sur les personnes qui ont 15-20 salariés? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je te prends un exemple tout bête. Est-ce qu'une boîte, alors oui, tu as répondu indirectement, mais est-ce qu'une boîte qui a 4-5 salariés, qui va dire, qui fait ses 10, 15, 20 000 euros par mois, qui n'a pas forcément une vision de boîte, qui ne répond pas franchement à tes cordes, est-ce que tu es capable de l'accueillir? Quels sont tes critères justement pour se dire, tu sais ce que tu veux, mais tu sais ce que tu ne veux pas? Voilà, donc, on va avoir ce premier axe-là où on travaille avec des agences qui sont quand même assez grosses. Donc, en termes d'engagement, c'est énorme parce que former 15 commerciaux, ce n'est pas la même chose que former qu'un seul commercial. C'est beaucoup de travail. Donc, on a ce premier axe-là qu'on développe petit à petit puisque forcément, un client comme ça ne prend pas le même temps qu'un indépendant. Donc, voilà, on ne peut pas se rater. On a des gros enjeux et derrière, même en termes de rayonnement, si c'est très bien, on va rayonner très fort, on va avoir une très bonne image. Si par contre, on fait une erreur, on est cramé parce que ces gens-là communiquent différemment. Donc, on a un deuxième axe, par contre, où on va aller chercher plus à accompagner des indépendants ou des personnes entre 1 et 5 salariés. Et donc, là, ça va être assez similaire, mais on va appliquer des choses quand même un petit peu différentes dans le sens où, voilà, il y a des choses à mettre en place avant de rentrer en expansion, il y a des choses à mettre en place avant de rentrer en hyper-croissance. Donc, on met tous ces process-là en place, donc sur la prospection, la vente. Donc, ça, c'est de l'individuel, c'est du collectif. Comment tu Ça dépend. S'il y a un salarié, enfin, s'il y a qu'un seul indépendant, ça va être de l'individuel. Donc, c'est vraiment one-to-one. Et s'il y a donc plusieurs salariés, là, par exemple, je le vois, on travaille avec une agence qui a 5 salariés. Le CEO, on ne le voit jamais. On forme que son équipe. Donc, on forme 5 personnes à temps plein et on leur met des process. L'idée, c'est que une fois que ces process-là sont en place, ils peuvent avoir une délivrabilité qui suit et un scaling qui est contrôlé. Génial. Et derrière, ça leur permet de rentrer en hyper-croissance sans avoir à se dire « Ah ben, là, je suis tellement en croissance, j'ai tellement de clients qu'il faut que j'arrête de prendre des clients, sinon je ne vais plus délivrer. »
c'est pas tellement. Voilà, on prémunit nos clients de ce problème-là. Ok, ton accompagnement, c'est pas tellement sur. Du coup, si je résume bien, c'est pas tellement sur le court terme, c'est plutôt sur mettre en place, c'est ça. Checker ce que ça donne, analyser, améliorer, Exactement. avancer. Et en fait, si tu veux, ce qui est génial pour une boîte, c'est que ce recul-là, là, pas forcément, parce que quand tu as les œillères, et nous, on le voit dans notre business, on a eu l'occasion d'en parler Bien sûr. il y a 2-3 jours, c'est que quand tu as les œillères, en tant que gestion de la partie commerciale ou CEO ou ce que tu veux, tu vois, c'est que tu ne penses pas forcément à long terme, court terme ou moyen terme. Tu penses que sur le moment présent. Et du coup, ce qui est génial de faire appel à une boîte comme la tienne, c'est de se dire, tu as des mecs qui ont un background, qui savent de quoi ils parlent et qui vont t'accompagner sur uniquement ce qu'ils maîtrisent. OK ? Ton rôle de CEO, tu vas l'exploiter pleinement. Ton rôle de dirigeant de boîte, tu vas l'exploiter pleinement. Par contre, écoute, tu nous laisses les cartes sur la partie sales. Et donc ça, c'est génial aujourd'hui parce que, tu l'as dit tout à l'heure, qu'est-ce qui rapporte des sous et du chiffre à une boîte? C'est cette partie-là. Donc ça, c'est cool. On le voit trop souvent. On le voit trop souvent. Des gens avec qui on discute, voilà, en prospection, etc., de manière très cordiale, et qui nous disent « Ouais, mais moi, la prospection, je veux l'externaliser. Je veux déléguer ma prospection pour m'occuper que de la vente. » Mais le problème, c'est que pour moi, dans un business de service, les deux choses qu'il ne faut pas externaliser, c'est la prospection et la vente. Même, je dirais même en bonus, une troisième chose, le marketing. Tu ne peux pas externaliser ces choses-là parce que c'est ces éléments-là qui font que ton business, il a une valeur et qui font que ton business, il fait de l'argent. Si tu n'as pas le contrôle dessus, comment est-ce que tu veux, on va dire, actionner les bons leviers pour faire grandir ton business? Donc voilà, c'est ce qu'on fait le plus souvent, c'est du done with you et on ne fait pas forcément très souvent du done for you, sauf cas spécifique, lancement, besoin particulier. On ne fait pas de done for you dans le sens où c'est bien plus valuable de développer la partie vente et la partie prospection d'une entreprise ainsi que sa partie délivrabilité pour que voilà, elle puisse ne jamais être bloquée plutôt que de l'externaliser. Et on pourrait le faire et on pourrait gagner très bien notre vie avec ça. Mais sur la longue traîne, vraiment sur le long terme, les clients n'ont pas grand-chose à y gagner, tu vois. Ok, non, mais c'est clair, c'est clair. Et donc, toi, aujourd'hui, tu vois, genre, tu as du recul sur l'entrepreneuriat, tu as du recul justement sur cette partie. Petit recul, c'est. Ouais, petit recul. Mais 3 ans, c'est pas. Ouais, c'est ça, mais tu as du recul. Mais encore une fois, tu vois, on en parlait un peu indirectement la dernière fois aussi ensemble. C'est que à partir de quel moment tu es légitime pour parler de quelque chose? Il n'y a pas de moment. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'aujourd'hui, tu as eu des échecs, tu maîtrises. Moi, je suis tout à fait à même de te faire confiance. Et ça a été le cas sur nos process. On avait discuté ensemble. Tu m'as dit, écoute, test. On a testé, ça a fonctionné. Et donc aujourd'hui, la légitimité, à partir de quel moment? Tu vois, nous, on est formateurs auprès des agents co et des mandataires sur le programme immobilier, tu sais. Ouais. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui nous disent, ouais, mais vous êtes qui pour nous apprendre ça? Mais écoute, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, quelque part, tu n'as pas de légitimité. Que tu aies 18, 17, 16, 15, 20 ans, 30 ans, 50 ans, tu lances ta boîte de marketing. Si tu te trouves une expertise, tu auras cette expertise. C'est ta façon de penser, tu vois. La légitimité, je veux dire, la légitimité, c'est un peu comme de l'or. Je veux dire, si tu n'es pas en train de la chercher, si tu ne veux pas la trouver, tu ne la trouveras jamais, tu vois. Et le meilleur moyen de devenir légitime, c'est de se lever, d'aller faire les choses et tout simplement de prendre l'expérience en faisant ces choses-là. C'est ça. Si tu ne bouges pas le cul, la légitimité, ça, c'est ce que j'adore, tu vois, et c'est quelque chose sur lequel j'aime beaucoup revenir parfois. J'aime beaucoup revenir assez souvent, pardon. J'aime beaucoup revenir parfois. Non, c'est pas ouf, mais j'ai souvent des gens qui me disent je vais me lancer, mais j'ai le syndrome de l'imposteur, tu vois. J'ai un peu ce syndrome qui fait que je me sens pas légitime, par exemple, pour aller délivrer des services pour des e-commerce. Mais, mec, de toute façon, si tu te sens légitime ou pas, si tu le fais pas, tu le seras jamais. Tu vois. Et je pense que de toute façon, c'est toujours une courbe. Au début, tu commences, tu fais tes petits trucs, tu prouves ce que tu as approuvé et ensuite, tu avances au fur et à mesure. Moi, je te dis, j'ai signé mon premier client en lui disant pertinemment que c'était mon premier client. Je n'ai pas été lui mentir, tu vois. Ça, c'est une chose à ne pas faire dans le business, c'est vraiment mentir à ses clients. Parce que voilà, j'ai signé mon premier client en lui disant voilà, vous êtes mon premier client. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, l'investissement que je vous demande, il est plus bas que si c'était une grosse agence. Mais voilà, aujourd'hui, vous avez besoin de moi autant que moi, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour
me prendre justement, me faire cette légitimité, me faire C'est cette ce que tu dis, expérience. mais bien sûr. Et derrière, si vous êtes content, on pourra bosser sur le long terme ensemble. Et derrière, Là, il m'a encore rappelé le mois dernier pour me demander effectivement si je faisais toujours ce que je faisais. Tu vois. c'est génial. Donc, Franchement, c'est c'est des mecs génial. avec qui je bosse sur le long terme. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, si tu vois, tu aurais des. Parce que je pense aussi, c'est une communauté que j'aimerais bien créer. C'est si tu aurais des entrepreneurs, que justement, tu aurais un message à faire passer sur ce putain de lancement. Tu vois, je dis des mots assez grossiers parce que c'est comme ça qu'ils parlent aussi de leur côté. Ouais, Tu vois. carrément. Mais ce lancement, tu vois, ce qui nous a fait triper aujourd'hui, ce qui te fait triper aujourd'hui, c'est triste, mais c'est l'entrepreneuriat. C'est putain, mais quand tu Bien dis que sûr. tu es entrepreneur, c'est cool, c'est génial. Quand tu auprès de ta Un famille, statut. ta belle famille, tu vois, c'est un statut. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire justement à un jeune qui nous regarde et qui se dit putain, pas maintenant, plus tard, par rapport à ce que tu as vécu avec l'armée aussi. L'armée, tu as dû vivre des moments, si tu as des anecdotes aussi sur ça, tu as dû vivre des moments Bien pas sûr. faciles aussi, quoi. Alors, le problème déjà, c'est qu'une personne, on va dire le problème, même le challenge qu'on peut avoir avec une personne qui se dit pas maintenant, plus tard, c'est qu'elle n'est pas prête. Si tu te dis, je vais pas le faire maintenant, je vais le faire dans 2 mois parce que j'ai besoin de. T'es pas prêt. T'es pas prêt, tu vois. C'est triste à dire, hein, mais les gens qui repoussent toujours à plus tard, c'est les gens qui sont pas prêts. Donc, il vaut mieux pas le faire. Si t'es pas prêt, et si t'es pas prêt à te faire mal et vraiment à passer des nuits blanches, de toute façon, c'est la vérité. Si t'es pas prêt à te faire mal, ne le fais pas. Si t'es pas prêt à souffrir et à te prendre des claques, n'y va pas. Par contre, si tu penses être prêt, si tu penses que c'est bon pour toi et que tu peux le faire, vas-y. Maintenant, moi, le conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut se lancer, qui veut aller chercher du résultat, c'est concentre-toi sur les 20% d'actions. Et c'est trop con, mais c'est des trucs qui reviennent tout le temps. La loi de Pareto, concentre-toi sur les 20% d'actions qui vont t'amener 80% des résultats. Je te jure, je vois des mecs, et j'étais encore au téléphone avec un gars là, cet après-midi, je vois des mecs qui disent, ouais, là, je vais me lancer, je lance mon agence, etc. Mais avant d'aller prospecter, je vais faire mon processus d'intégration. Alors, déjà, premièrement, si tu as une agence et que tu as un processus d'intégration, c'est que tu n'as rien compris à la vie. Parce que, imagine-toi à la place du client qui se fait signer, qui lâche 4 chiffres dans un devis et à qui on dit, tiens, ça, c'est le lien de mon tunnel de vente ClickFunnels pour le process d'intégration. À plus tard. Non, déjà, voilà, petite parenthèse sur ça, c'est un truc à pas faire. Si tu veux intégrer un client, tu prends 1 heure avec lui au téléphone, tu lui expliques tout de A à Z et tu fais de l'humain. Parce que on a C'est beau les dire fondamentaux, c'est les fondamentaux. à la fin de la journée, ce qui compte dans une relation commerciale, c'est l'humain. Ce qui fait que dès qu'il y a un problème, la personne, elle ira pas voir ailleurs. C'est parce que humainement, elle s'entend bien avec toi et qu'elle sait qu'elle peut trouver une solution. Enfin bref, voilà. Tout simplement, pour une personne qui se lance, c'est le fait de prendre ses 20% d'action, donc aller à la conquête commerciale, vendre, développer le service le plus avantageux pour son client. Tout ça, c'est des actions. C'est des choses qui sont généralement des choses orientées résultats. Et que notre cerveau n'aime pas faire. Voilà. Et les gens vont se concentrer, par exemple, beaucoup de personnes dans les cinémas vont se concentrer sur faire un site vitrine, optimiser leur profil LinkedIn, faire un process d'intégration. Mais la vérité, frérot, c'est bien de le préciser. Franchement, c'est bien. Si tu n'as pas de client, qui va aller dans ton process d'intégration? Ça sert à quoi? Alors que moi, c'est ce que je dis aux gens. Hein. Trouve tes premiers clients. Fais ton premier, fais tes premiers. C'est ça. Et j'ai envie de te dire. Et tu délègues ton site vitrine. Tu vas au combat. Tu vas au combat. Alors, toi qui a fait l'armée, etc. Mais c'est clairement ça. C'est qu'en gros, tu vas chercher quelqu'un. Bien sûr. Tu dis, bah, écoute, moi, je peux te faire ça, ça, ça et ça. Et là, tu vois. C'est très simple. Et c'est à ce moment-là que tu verras que l'entrepreneuriat, mais c'est une pépite. Voilà. Et tout est possible. C'est encore une fois aussi le problème que les gens veulent tout compliquer. Ils veulent tout compliquer. C'est-à-dire que beaucoup de personnes veulent, OK, je vais automatiser ma prospection. Je vais avoir une prospection automatisée qui tourne même quand je ne suis pas derrière l'ordinateur. Mais le problème de la prospection, et c'est ce que j'ai dit à ce mec-là cet après-midi au téléphone, je lui dis, le problème de la prospection, c'est que au cas où tu l'aurais pas, au cas où, tu t'en rappellerais pas, c'est des humains que tu as en face de toi. Donc, se faire prospecter par un robot qui envoie des scénarios de conversation, il n'y a rien de plus désagréable. La prospection, c'est de l'humain, que ce soit en call messaging, que ce soit en call calling, en physique, qui est pour moi la meilleure méthode de prospection qui existe au monde. Faut surtout pas oublier qu'il y a de l'humain en face
il faut y aller, c'est tout. Il faut y aller, faut aller chercher les gens. Et c'est pas compliqué, c'est toujours des dialogues en mode, voilà, toi tu fais ça, moi je fais ça, ta problématique c'est ça, viens on s'appelle et je t'explique comment je peux y répondre et qu'est-ce que je peux t'apporter. Tout simplement. Et toi aujourd'hui, dans ta boîte, c'est clairement ce que tu vas permettre de faire comprendre aux entrepreneurs qui ont une expertise. Je te prends un exemple tout bête, un entrepreneur qui rêve de lancer sa marque, tu vas pouvoir, de sa marque ou son agence, hein, plus son agence pour toi du coup, qui rêve de lancer son agence. Alors, on travaille plus avec des gens qui sont vraiment débutants. On le fait plus parce que je pars du principe qu'il faut quand même valider certains steps pour qu'on puisse travailler ensemble, dans le sens où j'ai besoin que les gens aient un certain niveau d'échec, un certain niveau d'erreur, et qu'ils aient bien conscience de ce qui ne va pas dans leur business pour qu'on puisse travailler ensemble. Quelqu'un qui est débutant, il y a trop de paliers. La courbe d'apprentissage est tellement grande que je préfère que la personne soit déjà formée, qu'elle ait fait des erreurs, et même qu'elle ne fasse pas de résultats avant de l'accompagner. C'est ce genre de personne, d'une manière ou d'une autre, qui pourrait potentiellement t'écrire et te dire, voilà Romain, vers qui tu pourrais m'orienter, parce que aussi il faut le préciser, mais Romain c'est pas l'homme à tout faire, mais c'est l'homme qui connaît beaucoup de monde. Voilà, j'oriente beaucoup vers des formateurs en qui j'ai confiance, tu vois. J'oriente vers des gens vraiment en qui j'ai confiance et que je sais comme étant des personnes qui font de la qualité. Tu vois, en France, des formateurs SMMA qualitatifs, il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'il y en a 2, tu vois. Je ne vais pas dire des noms, mais il y a une formation en France, c'est ça. faite par des mecs qui n'ont pas d'agence. C'est ça, c'est surtout ça. C'est ce qui est hyper important à préciser, c'est qu'avec Romain, on a fait la même formation, pour ne pas citer de nom du coup, qui est maintenant plus une formation d'ailleurs, qui est finie. Non, mais qui était d'ailleurs qualitatif, tu vois. Parce que le mec avait une agence. Parce que le mec avait une agence aussi et parce que chaque pôle était externalisé par un expert. Alors, en tout cas, moi, quand j'étais là, tu avais un expert dans chaque pôle. Et c'est ce que tu dis encore une fois. C'est putain, proposez quelque chose dont vous êtes expert, sinon externalisez-le. Ouais, voilà, c'est ça. Sinon, tu vas te manger une claque à un moment donné ou à un autre. Je me rappellerai tout le temps, nous, au début de l'agence, on proposait des choses qu'on ne maîtrisait pas. Mais quand tu proposes quelque chose que tu ne maîtrises pas, tu as 2 options. Soit tu l'externalises, à ce moment-là, tu fais appel à un expert, mais bien sûr, ça fait mal au cœur de descendre un peu sa marge. Oui, bien sûr. C'est relatif aussi à la prestation qu'il y a derrière. Soit deuxièmement, tu prends une claque parce que ce que tu vas lui proposer, c'est de la merde. Et là, tu te décrédibilises. Et là, mentalement, ça te met un coup. Et en tant qu'entrepreneur, quand tu prends une grosse claque, et je pense que tu es bien placé pour le parler, et des experts. C'est très compliqué. Soyez des experts avant de vous présenter comme tel. Parce que, voilà, quand je vendais du tunnel de vente, du Facebook Ad, etc., je ne l'avais jamais fait. Par contre, j'avais passé des heures et des heures et des heures à me former, à utiliser les outils, à voir comment ça marchait. J'allais sur Facebook, j'utilisais le Business Manager pour comprendre comment on lance des campagnes, tu vois. Et ça part du principe que tu disais tout à l'heure, c'est cette détermination, c'est cette hargne. Franchement, c'est hyper cool comme échange. Et pour finir, j'aime bien finir avec ça. Est-ce que tu aurais une citation ou une phrase que tu pourrais nous partager, que tu pourrais utiliser et que tu aimes bien utiliser? Alors, je vais revenir donc dans mon passé militaire. Moi, il y a une citation, et c'est même pas que depuis que j'ai fait du business qu'elle a toujours été dans ma tête. C'est la citation donc, du 1er PIMA, qui est un régiment, qui est donc un régiment de forces spéciales héritier du Special Air Service anglais, dont la devise est « Who dares win ». En gros, en français, ça donne « Qui ose gagne ». Et c'est la vérité. Tous ceux qui osent, un jour ou l'autre, finissent par gagner. Et ce mantra, on va dire cette citation et cette phrase, elle m'a suivi depuis des années. Ça fait, je pense que ça va faire 10 ans que j'ai cette phrase en tête. C'est génial. Franchement, c'est génial. Ça met, d'où tu la sors cette phrase, ça met des frissons, c'est cool. Parce que chaque personne, c'est aussi l'objectif de ce genre de vidéo-là, c'est que si je dois résumer cette vidéo-là, c'est que tu es parti de l'armée. Très bas, j'ai pas le bac. Voilà, et quelque part, peut-être pas ce terme-là, mais tu es parti pas un échec scolaire, mais de difficultés peut-être scolaires. J'ai un CAP cuisine, tu vois, donc… Génial, tu aurais dû nous dire ça. Pas fait pour le système scolaire, tu vois. J'ai commencé à travailler à 14 ans, tu vois, dans des cuisines… Ouais, mais c'est une grosse leçon, leçon. Et il te reste… Et pour avoir échangé et parlé avec toi hier, tes objectifs, ça sera… On va faire une autre vidéo avec toi, Romain, c'est sûr.
Carrément. Mais tes objectifs sont tellement. Enfin, quand on en parle avec toi, tu sens que pour ceux qui ne le connaissent pas personnellement, très sincèrement, c'est un mec qui sait ce qu'il veut, qui sait où il veut aller, qui sait ce qu'il a plus envie de faire. Et c'est ce qui est génial parce que derrière, bah, vous en tirez des leçons. Et c'est dans ce genre de vidéo-là que justement on apprend 4 fois plus vite. Et c'est en échangeant. Putain, toquer à des portes, aller parler avec des directeurs commerciaux. Romain, j'ai envoyé un message. C'est pas son business de faire des vidéos sur YouTube ou quoi que ce soit. Mais il a d'ailleurs lancé une chaîne YouTube. Ça va le devenir. Ouais, c'est ça, ça va le devenir. Ce sera plus pour le plaisir. Mais c'est pas, voilà, c'est pas ton expertise aujourd'hui. Je lui ai envoyé un petit audio. Et que Alexis, let's go. On est le vendredi soir à 18h31 et c'est pas des bêtises. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, on a envie. eu tellement une bonne expérience aussi dans le boulot qu'on a fait que C'est voilà. ça, c'est la leçon qu'on doit tirer derrière tout ça. C'est putain, CAP cuisine, l'armée, 1000 calls, changement de nom de boîte, encore 1000 calls, lancement d'une boîte. T'es parti après aller générer du chiffre comme un malade mental. Après, tu t'es dit, je veux plus ça. T'es reparti dans quelque chose. Et là, aujourd'hui, t'es posé. Tu sais qui tu vas accompagner. Ouais, je me vois faire ce que je fais encore dans 15 ans et surtout mieux et plus grand. Mais tout ça pour partir de attention. C'est qu'il en est là aujourd'hui parce qu'il y a 10 années. 10 années, c'est ça? Ouais, bah, pratiquement, j'ai commencé même plus parce que je commençais à travailler à 14 ans. Je faisais la plonge. Dans Eh oui, dans un restaurant au lac. faut préciser aussi qu'il y a beaucoup plus que 10 années derrière tout ça et que c'est pas un claquement de doigts qu'on en est là aujourd'hui. Attention, c'est ça qui est aussi vachement important. Romain, ça a été Merci à toi. un régal. Vraiment, très sincèrement, je te remercie 1000 fois et j'espère que les gens vont kiffer cette vidéo. On se retrouve très vite et ciao, ciao. Yes, ciao, ciao.